Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, regain de violence dans le nord du Mali. Ce vendredi 3 octobre, 9 casques bleus nigérians ont perdu la vie dans une embuscade. Pour rétablir la sécurité dans la région, le Premier ministre malien Moussa Mara souhaite que la France et l'ONU soient plus offensifs contre les djihadistes. Le Cameroun accueille depuis le 2 octobre les travaux de la 60e conférence des parlementaires du Commonwealth. Des travaux aux enjeux multiples. Ils devront permettre notamment de repositionner l'organisation pour l'agenda de développement post-2015. Et enfin, la Côte d'Ivoire va créer un fonds de 456 milliards de francs CFA pour accroître la productivité du cacao. Ce secteur représente 40% des productions d'exportation du pays et occupe 15% du produit intérieur brut. Mais avant de développer ces titres, le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, sera le premier chef d'État en exercice à comparaître devant la CPI. Ce lundi, il a annoncé se présenter en personne devant la Cour pénale internationale à La Haye le mercredi 8 octobre. Il participera donc à la conférence de mise en état consacrée à la préparation de son procès qui peine à démarrer. Les discussions porteront notamment sur l'état de la coopération entre l'accusation et le gouvernement du Kenya. Cette audience sera à suivre en direct sur notre antenne Africa 24 dès 8h GMT. Le pouvoir malien se dit optimiste quant aux actuelles négociations de paix à Alger, mais un nouvel attentat ce vendredi 3 octobre dans le nord du Mali vient ternir cette ambition. Le Premier ministre Moussa Mara déplore le manque de réactivité des forces de maintien de la paix, comme nous l'explique Aminata Diak. Engager l'offensive contre les djihadistes dans le nord Mali. Telle est la déclaration faite par le Premier ministre malien Moussa Mara ce lundi à Paris, la capitale française. Le chef du gouvernement souhaite que la France et l'ONU soient plus offensives contre les militants islamistes qui sont de retour dans la région après le redéploiement des forces françaises au Sahel. Les forces françaises sont moins concentrées et sont étirées sur la bande sahélienne. Donc cela a pu apparaître comme un appel d'air pour les groupes armés. Les soldats de la MINUSMA doivent être en posture d'aller de l'avant pour identifier les foyers d'insécurité et les éliminer. Pour certains analystes, cette demande reste juste. Cependant, ils estiment que l'armée malienne devrait être capable de faire face à la menace islamiste. La réaction du Premier ministre malien, M. Mara, peut sembler légitime a priori parce qu'il a besoin de recouvrer sa souveraineté sur les territoires du Nord. En même temps, demander à la France de faire au-delà de ce qu'elle a fait jusqu'ici et qui était, de mon point de vue, assez considérable, est une chose assez compliquée. En même temps, reprocher aux autres ce que soi-même et son armée ne sont pas capables de faire est aussi une chose compliquée. Toutefois, les forces de maintien de la paix des Nations Unies n'ont pas une vocation forcément offensive. Et leur rôle, ce n'est pas nécessairement de faire la guerre à la place de l'armée malienne. Leur rôle est un rôle d'interposition et de maintien de la paix. Le journaliste Ibrahim Koulibaly estime également que la communauté internationale pourrait jouer un rôle important pour le retour de la paix au Mali. Difficile de le dire, mais c'est le souhait exprimé par toutes les parties, à commencer par les négociateurs, la tête de file des négociateurs, l'Algérie, le Burkina, la CEDEAO. Donc aujourd'hui, la communauté internationale est vraiment décidée à aider le Mali à sortir de cette crise. Donc, ils sont tous présents en Algérie. Donc, je voudrais quand même que le gouvernement de la République du Mali montre patte blanche pour pouvoir aller rapidement à des accords définitifs. Vendredi 3 octobre 2014, la MINUSMA a annoncé la mort de 9 casques bleus nigériens dans une embuscade. Ces nouvelles violences surviennent après la seconde phase des négociations de paix entre les groupes armés du nord du Mali et le gouvernement qui s'est tenu en septembre dernier à Alger sans avancée notable. La troisième phase des pourparlers se prépare actuellement dans la capitale algérienne. Repositionner le Commonwealth pour l'agenda de développement post-2015, c'est le thème de la 60e conférence parlementaire de l'organisation intergouvernementale. Quelles sont donc les nouvelles ambitions de ce regroupement? Élément de réponse avec Kibra Khadindiaye. Les travaux de la 60e conférence parlementaire du Commonwealth se poursuivent jusqu'au 10 octobre 2014 au Cameroun avec le thème « Repositionner le Commonwealth pour l'agenda de développement post-2015 ». Les 800 représentants des 53 États membres de l'organisation intergouvernementale penchent sur le rôle de l'institution, notamment les questions de progrès social et de développement, mais pas seulement. Commonwealth, c'est une organisation à la base culturelle,
mais avec des ambitions géopolitiques confirmées. Et donc, les pays membres de cette organisation se doivent d'utiliser cette fenêtre d'opportunité qui leur est offerte pour asseoir soit leur souveraineté nationale ou alors conforter leur système politique ou économique. Le Commonwealth offre d'autres opportunités pour les 53 États membres. Le Commonwealth bénéficie de l'héritage du monde anglo-saxon, où l'administration est beaucoup plus indirecte, où la politique de l'autonomisation est beaucoup plus mise en avant. Et donc, le Cameroun qui participe à cette rencontre doit privilégier cette richesse au double plan culturel, c'est-à-dire que la rigueur que propose la francophonie dans la gouvernance publique, mais également la souplesse qu'il peut prendre du côté du Commonwealth pour renforcer son autonomie. Donc je pense que sur le plan stratégique, en matière de projection sur l'extérieur, vers l'extérieur, je pense que le Cameroun a là, en sa possession, suffisamment de leviers pour contourner tel ou tel aspect. Créé le 19 novembre 1926, d'abord comme institution politique et culturelle visant à favoriser le bien-être des pays membres, l'organisation s'est considérablement agrandie dans les dernières décennies. Composée de 10 membres en 1956, il en a regroupé 54 le 1er octobre 2013 et 53 depuis le 2 octobre 2013, avec la sortie de la Gambie de l'organisation. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de fèves de cacao, va mettre en place un fonds de 456 milliards de francs CFA pour accroître la productivité de sa cacaoculture. Ce fonds sera dégagé à hauteur de 75% pour accroître la productivité du cacao et à hauteur de 25% pour améliorer le cadre de vie des producteurs. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan a fait cette annonce lors des Journées nationales du café cacao célébrées du 1er au 3 octobre 2014 à Abidjan. Ali Touré, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des OIPB, s'est exprimé à ce propos. La production 2013-2014 était à peu près de 1 745 000 tonnes pour la Côte d'Ivoire. Le Conseil Café Cacao a un programme très ambitieux qu'on appelle le 2QC. 2QC, c'est-à-dire qualité, quantité et croissance. La Côte d'Ivoire ambitionne de rester le premier producteur mondial de cacao en qualité et surtout en croissance. Et au niveau du ministère de l'Agriculture, nous avons le PNIA, qui est le Programme national d'investissement agricole, qui est un vaste programme ambitieux qui permettra non seulement d'améliorer le revenu de tous les producteurs dans tous les produits de base, mais surtout de permettre à la Côte d'Ivoire d'être un pays émergent à l'horizon 2020. Bien entendu, la Côte d'Ivoire peut faire mieux et fera toujours mieux. Bien en Côte d'Ivoire, vous savez que le président de la République, son Excellence, M. Ouattara, a misé beaucoup sur ce binôme pour que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent à l'horizon 2020. Le Maroc veut démocratiser la pratique de la voile. Pratiquer la voile au Maroc s'avère extrêmement coûteux, ce qui en fait un sport élitiste malgré les quelques 2000 km de côte. Comment compte procéder le royaume chérifien pour atteindre cet objectif? Élément de réponse avec Aminata Diak. Au Maroc, la voile est devenue un sport très coûteux et moins accessible. Malgré les milliers de kilomètres de côte que dispose le royaume chérifien, cette activité nautique reste l'apanage de quelques privilégiés en raison des coûts élevés de bateaux et de l'équipement. La Fédération royale marocaine de voile compte changer la réputation de ce sport pour permettre à plus de Marocains de le pratiquer. Cependant, ce projet nécessite un financement conséquent. Les raisons de la baisse du nombre de personnes qui pratiquent ce sport et le coût astronomique des bateaux. Grâce à Dieu, il y a beaucoup de clubs, mais il n'y a aucune aide pour leur permettre d'acheter des bateaux pour la pratique. En tant que fédération et club, nous ne tournons pas le dos à la mer. Nous avons besoin d'aide pour acheter les bateaux pour attirer de plus en plus de personnes vers cette discipline. Le ministère marocain de la Jeunesse et des Sports a récemment fait don de 80 voiliers à la fédération, mais cette aide n'a pas suffi pour susciter l'engouement. Ce sport est très coûteux. Il nécessite une formation et de participer à des compétitions internationales. Il nécessite également un équipement spécial, des bateaux, des voiles. Tout cela coûte cher pour toutes ces raisons. Le nombre de personnes qui le pratiquent est bas en comparaison à d'autres sports.
En 1960, le Maroc a été l'un des premiers pays arabes à présenter une équipe pour les épreuves de voile aux Jeux olympiques. Malheureusement, le pays n'a jamais remporté une compétition. Un mot de sport à présent. Le Bénin a accueilli du 4 au 6 octobre la 2e édition du championnat national de roller sport. Roller de course ou encore roller acrobatique, autant d'épreuves dans lesquelles les sportifs ont excellé. Reportage de notre correspondante au Bénin, Chéralio Watawema. Clap de fin pour le championnat national de roller sport au Bénin. Une centaine d'athlètes ont participé à cette compétition dans les catégories bébé, super mini mixte, poussin, cadet et junior. Ils ont rivalisé dans 2 disciplines subdivisées en 6 épreuves. En premier, le roller acrobatique. Il comprend le saut en longueur, le saut en hauteur, le slalom battle et celui de vitesse. La seconde discipline est celle du roller de course qui porte sur l'endurance et la vitesse. Pour l'épreuve de saut en longueur, le seuil franchi est de 5 mètres. Une nette performance par rapport au précédent championnat. Sentiment de joie, la fierté. Et il faut dire que c'est une finalité. Et cette finalité-là, ça demande beaucoup de travail. C'est tout un staff technique aussi qui est autour de l'athlète. Il faut dire que l'année passée, je me suis arrêté à 4,50 m. Et cette année, je me suis arrêté à 5 mètres. Sur une distance de 21 km pour les juniors et de 10 km pour les cadets, les athlètes ont essayé de se surpasser dans le cadre de l'épreuve d'endurance. Dans la catégorie junior, au niveau de l'épreuve de vitesse, le record est de 18 secondes sur une distance de 100 mètres. Au vu des performances enregistrées, les responsables de la fédération se réjouissent du travail abattu par les athlètes béninois. Selon eux, les efforts seront davantage concentrés sur la catégorie bébé, 2 à 5 ans, qui a offert des prestations louables. Vraiment, je suis vraiment satisfait des prestations de mes athlètes cette année parce que il y a eu vraiment de performances au niveau de leurs résultats. Le niveau a très bien évolué du fait que aujourd'hui, pour l'épreuve d'endurance, le premier a déposé son record. Le prochain acte pour les champions rollers du Bénin, c'est l'Africa Games, une rencontre continentale qui se tiendra du 20 au 21 octobre à Dakar, au Sénégal. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.